En 2006 est publié le premier tome du manga Kingdom. 14 ans plus tard, en 2020, il devient le second manga le plus vendu de l'année. Dans son œuvre, Yasuhira Hara raconte, au travers de ses batailles, de ses personnages et de ses intrigues, l'histoire des royaumes combattants. Ces 7 grands royaumes qui se sont affrontés pendant plus de 200 ans pour le contrôle de la Chine. Dans cette vidéo, nous retracerons 700 ans de l'histoire chinoise pour comprendre comment le pays du milieu a pu être unifié en un seul et unique empire. Vers l'an 900 avant notre ère, le monde chinois, c'est-à-dire l'ensemble des territoires où la culture, l'écriture et les rites chinois se sont diffusés, est partagé entre une multitude de cités-palais sur lesquels règnent des seigneurs. Ces derniers reçoivent leur pouvoir du roi de la dynastie des Chao, qui est parvenu à étendre son influence sur une grande partie du monde chinois. En échange de leurs terres, les seigneurs fournissent des contingents de combattants et des tribus au roi. La guerre est indissociable de ce monde. Les nobles partent régulièrement au combat aux côtés du roi pour piller les barbares ou les cités rebelles. Ainsi, au fil du temps, la culture chinoise s'étend aux barbares, que ce soit avec la guerre ou tout simplement en assimilant ces derniers. Au cours du temps, de nouvelles cités-palais fleurissent un peu partout en dehors du royaume des Chao. Certaines d'entre elles, plus puissantes que les autres, sont capables d'étendre leur autorité sur les villes et les chefferies barbares qui les entourent. De simples cités isolées, elles deviennent alors de véritables capitales, organisant autour d'elles de vastes royaumes. En parallèle, l'influence des Chao décroît. Leurs vassaux gagnent en autonomie et les seigneuries deviennent héréditaires. Des principautés plus riches et plus puissantes que celles du roi lui-même apparaissent. En 771 avant Jésus-Christ, la maison des Chao est forcée de déménager sa capitale vers l'est, après que les Quanrong, des barbares nomades du nord-ouest de la Chine, aient pillé la précédente. La nouvelle capitale du roi reste alors un centre religieux éminent, mais elle perd toute sa puissance guerrière. Le roi reçoit donc la protection d'autres cités pour survivre. Mais cet événement accélère grandement son déclin. Finalement, vers 700 avant notre ère, le monde chinois se retrouve divisé entre au moins 150 États autonomes. Certains sont bien plus puissants que d'autres, et il existe de nombreuses disparités culturelles entre eux, puisque beaucoup ont été influencés par les barbares qu'ils ont assimilés. Cette période de désordre est aujourd'hui appelée la période des printemps et automnes. La période des printemps et automnes est avant tout une période de progrès, principalement du côté de l'agriculture. Les rendements augmentent considérablement avec la modernisation de l'irrigation et du labourage, permettant ainsi de nourrir une population de plus en plus nombreuse. Le commerce se développe également. De nombreux États donnent naissance à leur propre monnaie, mais elles sont presque toutes acceptées dans l'ensemble de la Chine du centre. Cette période est aussi celle des grands penseurs. Des lettrés propagent leurs enseignements partout en Chine, allant de cours en cours et offrant leurs services à ceux qui sont prêts à les accueillir. C'est notamment durant cette période que Confucius propage sa façon de penser. Une façon de penser qui deviendra centrale plus tard dans l'histoire chinoise. Durant cette période donc, le centre de la Chine sauvegarde une unité culturelle et religieuse. Ces États centraux cherchent à éviter les guerres de conquête entre eux. Ils mettent plutôt en place une sorte de guerre courtoise, qui ressemble à un tournoi où l'usage de la violence reste modéré. Une dualité se crée alors dans le monde chinois. Aux petits États du centre, respectueux des traditions anciennes, s'opposent indirectement les puissants États périphériques, qui n'ont pas les mêmes respects de ces rites. Le meilleur exemple est l'État de Shu, au sud, qui ignore les pratiques de la guerre courtoise et qui offre beaucoup moins de crédit aux traditions religieuses. Il n'hésite alors pas à se lancer dans des guerres de conquête au cours desquelles il anéantit ses ennemis. D'autres États puissants, plus soucieux des questions religieuses, préfèrent éviter ces guerres de conquête autant que possible. Ils imposent alors leur domination aux plus faibles au travers de serments. Les petites cités-palais se plaçant ainsi sous la protection des grands États.
Entre 700 et 500 avant Jésus-Christ, les nombreux États du nord de la Chine vont passer leur temps à entraver les désirs d'expansion du royaume de Shu. Le premier royaume à se poser comme protecteur des cités-palais est Qi. En 667, il est reconnu comme chef de la confédération des cités de l'Est et gardien des traditions, un rôle qui lui permet de mettre un frein aux conquêtes de Shu. Il est ensuite suivi par Qin, qui, après avoir infligé une défaite à Shu lors de la bataille de Chengpu en 632, s'impose comme protecteur des cités du centre de la Chine. S'ensuit alors une période de 30 ans durant lesquels les états de Qin et de Shu s'affrontent régulièrement. Cette période prend fin avec la bataille de Bi en 597, durant laquelle Shu s'impose. Xin devient alors temporairement incapable de s'opposer efficacement à ce dernier. Le royaume du Sud s'étend alors encore et gagne en importance dans les provinces du centre de la Chine en forçant l'état de Zheng à s'allier à lui. Le Xin reprend toutefois les armes et met en place plusieurs alliances avec les états de Lu, Wei et Song pour contrecarrer les avancées de son ennemi. Les tensions ne s'apaisent qu'en 579 lorsqu'une trêve est signée entre les deux états. En parallèle, un nouveau pouvoir s'élève à l'est. L'état de Wu, aidé par Qin, gagne rapidement en puissance au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il parvient à s'imposer face aux Qi et aux Shu, dont il occupe même la capitale en 506. Wu est ensuite menacé par son voisin Yue, qui l'écrase en 473. À la sortie de cette période de troubles, les grands états chinois sont affaiblis. C'est particulièrement le cas pour Qin et Shu qui se sont entredéchirés pendant plus d'un siècle. Le premier s'effondre en 453 lorsque les grandes familles aristocratiques du pays s'affrontent entre elles. 3 puissants états naissent alors de ses cendres, Chao, Wei et Han. Le roi Chao offre symboliquement le titre de seigneur aux dirigeants de ces nouveaux états en 403. Shu, de son côté, est également affaibli, autant par ces grandes familles de nobles qui font barrage à une centralisation du pays que par les guerres. Cette longue période de conflits incessants a toutefois généré de grandes révolutions dans le système militaire. Les royaumes de Wu et de Yue sont les premiers à remplacer les chars de combat par une infanterie, à cause des marais qui parcourent leur pays. Qin est également forcé de lever des fantassins pour mener des combats face aux barbares dans les montagnes. Les premières armées paysannes apparaissent alors au cours de cette période. Elles ne comptent d'abord que quelques dizaines de milliers d'hommes faiblement armés et faiblement entraînés. Mais lors de la période suivante, celle des royaumes combattants, ces armées deviendront bien plus efficaces, composées de corps de fantassins spécialisés dans leur domaine, tels que des corps d'archers ou de lanciers, accompagnés par une cavalerie qui effacera peu à peu les chars de combat, tandis que le nombre d'hommes mobilisés explosera, atteignant plusieurs centaines de milliers pour les grands états militaires. La tradition chinoise retient 7 grands états durant la période des royaumes combattants. Chao, Wei, Han, Qi, Yan, Qin et enfin Shu. Nous pouvons ajouter Yue à notre récit. C'est un royaume qui n'a rien à envier aux autres et qui a sûrement été mis de côté dans l'histoire chinoise à cause de ses origines semi-barbares. Cette période des royaumes combattants s'inscrit comme une continuité de la période des printemps et automnes. Comme durant cette dernière, les guerres sont incessantes et le chaos se poursuit en Chine, tandis qu'aucun État n'est réellement capable de s'imposer sur les autres. Quoi qu'il en soit, la première moitié de cette ère se déroule en défaveur des dernières petites principautés du centre de la Chine. Elles sont presque toutes avalées par les grands royaumes qui les entourent. À cet instant, c'est le Wei qui se démarque au sein du monde chinois. Après une série de réformes qui a permis de renforcer le pouvoir du prince et de promouvoir la méritocratie au sein de l'armée et du gouvernement, il attaque en 354 le Chao et parvient à prendre sa capitale. Mais il est forcé de la restituer après une intervention du Qi, qui s'efforce de calmer les volontés expansionnistes des autres États. Wei, désormais allié à Chao, tente ensuite de conquérir le Han, mais il est encore une fois repoussé lors de la bataille de Maling à la suite d'une intervention de Qi. Cette défaite-ci est une catastrophe pour Wei. Son armée est anéantie lors de la bataille, ce qui met un terme à son âge d'or. En parallèle, c'est un autre état qui gagne en importance.
Pourtant très discret jusqu'ici, voire même considéré comme faible par ses pairs, l'État de Qin se modernise peu à peu à partir de 350. Cette modernisation s'explique en grande partie par les réformes que mène Cheng Yang, le chancelier de Qin, entre 360 et 340. Cheng Yang divise le territoire en 41 préfectures. Il unifie les poids et mesures, il encourage la production agricole en exemptant de corvée les paysans dont les récoltes dépassent une certaine quantité de grains. Il lance aussi de grands travaux pour irriguer les terres de l'État et accroître grandement cette production. Mais surtout, il abolit les titres et les privilèges de la noblesse qui, trop faible et trop pauvre, est incapable de s'y opposer. Pour les remplacer, il crée 20 degrés de noblesse en faveur de ceux qui se sont illustrés à la guerre. Ces titres sont accordés en fonction du nombre de têtes coupées à l'ennemi. Les hautes sphères de l'armée ne sont plus alors réservées qu'aux nobles. Quiconque ayant les compétences requises peut désormais prétendre au titre de général. Il réorganise aussi la société en profondeur, puisqu'il impose aux communautés paysannes de s'organiser en groupes de 5 à 10 familles. Cette nouvelle organisation de la vie paysanne s'inscrit dans une réorganisation de l'armée, puisque c'est dans les communautés paysannes que l'État tire ses troupes. Troupes qui deviennent professionnelles, donc disciplinées et entraînées. Cheng Yang s'illustre aussi au combat. Après la défaite de Wei face à Qi, il intervient et s'empare des territoires à l'ouest du Wei. Ces réformes permettent de propulser Qin au premier plan. Son économie fleurit et, au fil des conquêtes, son armée régulière atteint plusieurs centaines de milliers d'hommes. Elle dépasse peut-être même le million de soldats à la fin de la période. La nouvelle force de Qin lui permet d'engager des campagnes contre ses voisins. En 328, il repousse d'abord les barbares nomades du sud de ses frontières. En 316, il s'empare de la province de Chengdu contre Shu, et en 308 enfin, il achève de sécuriser les terres au sud. À l'est, le Shu écrase les armées de Wei et de Yue avant d'annexer ce dernier. Cette campagne épuise toutefois grandement les ressources de l'État. Quelque temps plus tard, les États de Wei et de Han, inquiétés par la montée en puissance du Qin, s'allient pour l'écraser. Mais l'armée de ce dernier, pourtant moins nombreuse, parvient à défaire ses ennemis lors de la bataille de Yiche. L'investigateur de cette victoire, et de la campagne qui s'ensuit, est Bai Qi, un général de Qin qui est considéré dans la tradition chinoise comme n'ayant jamais subi de défaite. Malheureusement, Qin est forcé de restituer ses conquêtes lorsque le royaume de Qi le menace de lever une coalition contre lui. En 286, les états de Qi, de Shu et de Wei se coalisent pour envahir le coriace royaume de Song. Le roi de Qin, qui est allié aux Song, enrage lorsqu'il apprend la nouvelle. Quelques années plus tard, il profite d'une rumeur pour lever une coalition face à Qi. Celle-ci, composée de Chao, Yan, Han, Wei, Shu et Qin, réduit le pays en cendres. Qin ne se relèvera jamais vraiment de cette guerre. En 265, Qin lance une invasion de Han pour s'emparer de la province de Chengdeng. La guerre tourne rapidement en faveur de Qin, mais le roi de Han, refusant de laisser tomber la province entre ses mains, offre Chengdeng au roi de Chao. Ce dernier envoie alors son armée pour la défendre, et la guerre s'embourbe durant 3 ans. Mais en 260, après que le général Bai Qi ait pris le contrôle des troupes de Qin, les forces de Chao sont finalement vaincues. La légende dit que Bai Qi a fait enterrer vivants les 400 000 survivants de l'armée de Chao. Quoi qu'il en soit, avec cette victoire et la ruine de Chao, Qin s'est débarrassé de son dernier concurrent. Il est alors évident qu'il possède de loin la suprématie militaire en Chine. Quelques années plus tard, Qin n'hésite pas à conquérir le fief des rois Chao, mettant définitivement un terme à la royauté symbolique de leur dynastie. En 246, finalement, le roi Zheng monte sur le trône de Qin. Il est alors âgé de 13 ans seulement et doit subir une régence de la part de son chancelier. Il prend les rênes du pays à partir de 238, après avoir évincé son chancelier, et signe la fin de la période des royaumes combattants avec le début de ses campagnes en 230. Le royaume de Han est le premier à être annexé, il se rend sans combattre. La grande partie du Chao est ensuite conquise en 228, et, à la suite d'une tentative d'assassinat du roi Jiang, le Yan est également conquis en 226. L'année suivante,
C'est au tour du Wei de déposer les armes après la chute de sa capitale. Shu est alors le dernier adversaire sérieux de Qin. En 223, une campagne est lancée contre celui-ci, mais échoue. Elle est suivie par une seconde, qui elle est victorieuse. La guerre contre Shu est sûrement le conflit de la période des royaumes combattants qui a vu le plus grand nombre d'hommes s'affronter. Ce sont des centaines de milliers de soldats qui se rencontrent lors des batailles entre ces états. Finalement, Qi se laisse annexer sans combattre en 221, achevant ainsi les conquêtes de Qin et l'unité du monde chinois. Finalement, c'est Qin, un état qui s'est construit sur les terres de barbares, bien loin de la pureté des états centraux de la Chine, qui a été capable d'unifier ce monde. Une unification qui s'est achevée en une fulgurante succession de conquêtes, qui ont duré moins de 10 ans, mais qui ont pris plus de 500 ans à se préparer. 500 ans qui ont été nécessaires pour passer du royaume décentralisé des Chao, une confédération de principautés à la loyauté changeante, à l'Empire de Chine, un état centralisé basé sur la bureaucratie. S'ouvrent alors les 2 prochains millénaires de l'histoire chinoise. Le roi Zheng, lui, décide de ne plus régner en tant que roi de Qin, mais bien en tant qu'empereur, devenant alors Qin Shi Huangdi, le premier des 400 souverains que comptera la Chine.